diplomate, et il dit que le Sahara occidental est le prisme à travers lequel les Marocains voient leur environnement, et puisque c'est la condition sine qua non pour développer un partenariat avec le Maroc, il fallait reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Vous voyez, c'est un peu simpliste quand même comme analyse, mais on va poursuivre. Mais il y a un autre facteur plus important, c'est le Sahel. Ils disent que le Sahel, c'était vraiment l'élément déclencheur. Et dans cet article, ils font parler un chercheur de l'Institut d'études de sécurité à Dakar, qui s'appelle Abdelkader Abdelrahman, et il dit que pour reprendre pied en Afrique, comme vous le savez, la France est totalement désavouée en Afrique de l'Ouest, donc pour reprendre pied en Afrique, la France avait besoin de son allié marocain. Qu'est-ce que ça veut dire pour parler français? Pour prendre pied en Afrique, la France avait besoin de son allié marocain. Donc très clairement, la France utilise le Maroc comme un proxy pour défendre indirectement ses intérêts dans toute l'Afrique de l'Ouest. Car comme vous le savez, le Maroc est très bien implanté en Afrique de l'Ouest. J'ai eu l'occasion en septembre 2023 de faire un voyage dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest avec mon fils Iskander. Et en effet, la présence marocaine, notamment dans le secteur bancaire, est importante au travers notamment de la Bank of Africa, qui est une filiale de la Banque marocaine du commerce extérieur. Donc on voit bien que derrière ces considérations économiques, il y a d'abord et surtout des considérations géopolitiques pour que l'image de la France, pour que les intérêts de la France qui sont en ce moment sujets à rediscussion ne disparaissent pas. Et la France donc s'appuie sur le Maroc pour continuer à faire la promotion et de l'image de la France et surtout de la préservation des intérêts français en Afrique de l'Ouest. Bonjour à tous les combattants de la liberté. Ici Columbia TV. Aujourd'hui, on se retrouve avec Rachid Nekaz. Cet homme qui défie l'oppression et unit les peuples d'Afrique et dénonce les injustices. Rachid Nekaz déchire le voile des mensonges français. Dans son analyse percutante du Publi-Reportage de Challenge, il expose la stratégie vicieuse de la France. Diviser le Maroc et l'Algérie pour mieux dominer. Ce n'est pas du journalisme. C'est de la propagande pour écraser l'Algérie et encenser Rabat. Nekaz. C'est le cri de révolte contre ces manœuvres impérialistes. Salam alaikum, Azoul Flawen, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je m'habitue à cette nouvelle vie, à cette liberté retrouvée, ou plutôt liberté conditionnelle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie de l'État français de diviser pour mieux régner. Et pour illustrer mon propos, je vais commenter ce dossier spécial qui a été préparé par le magazine français Challenge et qui s'appelle l'anti-Algérie, le Maroc. Alors c'est assez intéressant, donc il vient de paraître il y a quelques jours, c'était le 7 mai dernier, et on voit bien la stratégie à la fois de l'État français, des médias français, d'opposer désormais systématiquement l'Algérie et le Maroc, et bien sûr en mettant en avant le Maroc au détriment de l'Algérie. Alors, vous voyez en sous-titre, je vais vous dire ce qui a marqué. Il y a marqué le pari de la France, l'Eldorado du business. Donc, le Maroc est considéré comme le pays sur lequel l'État français, les médias français, les entreprises françaises misent désormais. Et bien sûr, cela signifie que désormais aussi, l'État français, les médias français, les entreprises françaises ont décidé de ne plus faire de l'Algérie un partenaire d'avenir de Paris. Alors, il faut savoir que ce dossier préparé par ce magazine fait 18 pages. Oui, 18 pages, pas 4 pages, pas 5 pages, pas 6 pages, mais il fait 18 pages. Et encore, si on compte la page de couverture, plus la présentation qui figure à la page 18, voilà, ça fait 20 pages. Je ne sais pas si vous imaginez, 20 pages de dossier pour faire la promotion du Maroc, pour faire la promotion du partenariat entre Paris et Rabat. Alors, une petite introduction par rapport au magazine Challenge. Bon, j'ai l'impression de faire sa pub, mais c'est simplement pour vous dire un peu qui est le fondateur du magazine Challenge dans les années 80. C'était un brillant journaliste que j'ai eu l'honneur de connaître, qui s'appelait Patrick Fauconnier. Et Patrick Fauconnier, qui est le fondateur du magazine Challenge, a été le premier qui a écrit un article sur moi. Voilà, à l'époque, j'essayais de publier
avec mon ami d'enfance de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne, un livre sur la bourse. Car figurez-vous que le premier livre que j'ai écrit, c'était un livre sur la bourse et notamment un livre sur les scandales financiers du projet Eurotunnel et Eurodisney. Alors Eurotunnel, c'est le transport ferroviaire sous-marin entre la France et l'Angleterre, et Eurodisney, c'est l'installation du parc de loisirs américain en région parisienne. Donc, je sais que vous n'avez pas l'habitude de m'entendre parler de finance, de bourse, mais en tout cas, déjà, c'était en 95, donc ça fait 30 ans, Patrick Fauconnier, le fondateur de Challenge, avait écrit un article en 2 pages, c'était pas 20 pages, c'était déjà pas mal à l'époque, hein, j'avais à peine 23 ans, et ça s'appelait La longue marche de Rachid et de Léonard. Donc Patrick Fauconnier, c'était vraiment un homme formidable, il est mort à 81 ans, c'était en 2020, à l'époque du Covid. Alors aujourd'hui, qui est le responsable de ce magazine? Alors c'est l'ancien PDG du Nouvel Observateur. Vous savez que le Nouvel Observateur avait été créé par Jean Daniel et par Claude Perdriel, et c'est Claude Perdriel qui assure la direction de ce magazine, et son directeur de la rédaction, je le connais aussi, il s'appelle Pierre-Henri de Menton, donc je sais que vous ne pouvez pas voir parce que c'est très petit, Pierre-Henri de Menton. Et Pierre-Henri de Menton m'avait demandé en 2000 de rédiger un article sur comment je voyais l'évolution des actions de Eurotunnel et d'Eurodisney, car à l'époque, ces actions avaient connu une baisse vertigineuse. Et figurez-vous, et oui, je sais que c'est étonnant, car je n'en parle jamais, j'étais le spécialiste des actions Eurotunnel et Eurodisney. À l'époque, j'étais en contact avec notamment le baron Albert Frère, c'était la première fortune de Belgique, et régulièrement, nous avions ce qu'on appelle une correspondance épistolaire pour parler de bourse et d'entreprise. Voilà, ça c'était mon ancienne vie. Voilà, à l'époque, je m'occupais davantage de finances, de bourse que d'Algérie ou des relations entre Paris et Alger. Donc, cette introduction ayant été faite, maintenant, abordons ce dossier du magazine Challenge qui, à vrai dire, n'est pas véritablement un dossier journalistique. Ça s'apparenterait davantage à du publi-reportage. Alors, ça veut dire quoi, publi-reportage? Publi, c'est-à-dire publicité, et reportage, c'est-à-dire un journaliste qui écrit un article ou qui prépare un dossier sur une thématique. En clair, ce dossier préparé par le magazine Challenge est de la publicité, et pour le Maroc et pour les relations entre le Maroc et la France, et l'ensemble des autres médias français ont une autre mission, c'est de dézinguer, de massacrer, de torpiller l'image de l'Algérie à travers les médias français pour que l'opinion publique française considère l'Algérie comme l'ennemi numéro 1 de la France. Alors maintenant, on va voir les différentes parties de ce dossier pour que vous preniez conscience un peu de ce qui se passe aujourd'hui en France et la stratégie que la France essaie d'adopter à l'égard de notre pays pour essayer de la discréditer, pour salir en quelque sorte notre pays. Allez, bismillah. Alors, l'entête de ce dossier, vous voyez, c'est assez éloquent, Alors, le titre, c'est « La France capitalise au Maroc, mais perd l'Algérie ». Ça, c'est une façon assez sibylline de présenter les choses. Alors là, on voit bien, lors de la visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc, en compagnie donc du roi Mohamed VI, et là, vous voyez, le président algérien Serge Abdelmadjid Tebboune avec le président français, donc c'était au sommet du G7 en Italie, donc en 2024. Vous voyez les 2 images? Alors, d'un côté, on a le président français Emmanuel Macron qui se considère un peu comme le nouveau César, hein, vous voyez, il se comporte comme un nouveau César avec un roi du Maroc très affaibli. Et de l'autre côté, on voit une histoire d'amour
Mais ça, c'est côté main. Et côté doigt, on voit bien que le président algérien donne un avertissement au président français. Parce qu'à l'époque, à ce moment-là, au sommet du G7, le président français avait dit au président algérien qu'il allait reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Donc on voit bien que le président algérien n'a pas l'air très content et disent-ils dans cet article, le président algérien aurait dit que la France ferait une énorme erreur en agissant de la sorte, en violation de la légalité internationale. Alors comment ce magazine Challenge présente cette nouvelle histoire d'amour entre la France et le Maroc au détriment de l'Algérie? Donc il écrit « Paris a établi la relation avec Rabat en reconnaissant sa souveraineté sur le Sahara occidental au détriment de celle avec Alger. » Donc c'est une position qui est mûrement réfléchie et qui est assumée. Plongé dans les coulisses d'un psychodrame diplomatique aux énormes enjeux économiques. Bon, alors, sur le plan économique, que dit Challenge? Le magazine Challenge dit que les exportations du Maroc, plutôt du Maroc, oui, vers la France est 7,4 milliards de dollars. Et les importations, c'est exactement kiff-kiff, 7,4 milliards. Alors que les exportations françaises vers l'Algérie, c'est 4,8, alors que les importations sont beaucoup plus importantes, c'est 6,3 milliards. Donc en clair, ce magazine dit que la France a plutôt intérêt à faire du commerce avec le Maroc plutôt qu'avec l'Algérie. En plus, il rajoute une information sur les investissements de la France au Maroc, c'est 8,1 milliards, alors que les investissements de la France en Algérie, c'est que 2,8 milliards. Donc, en clair, pour des raisons économiques, Paris aurait fait le choix d'un partenariat avec le Maroc plutôt qu'avec l'Algérie. Donc ça, c'est pour l'aspect économique. Pour l'aspect diplomatique ou africain, dans cet article, ils se posent la question, pourquoi ce basculement? Et ils disent, nous étions en train de perdre le Maroc, alors il fallait sortir de ce cycle de crise indépendamment de l'Algérie, explique un diplomate. Et il dit que le Sahara occidental est le prisme à travers lequel les Marocains voient leur environnement. Et puisque c'est la condition sine qua non pour développer un partenariat avec le Maroc, il fallait reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Donc vous voyez, c'est un peu simpliste quand même comme analyse. Mais on va poursuivre. Mais il y a un autre facteur plus important, c'est le Sahel. Ils disent que le Sahel, c'était vraiment l'élément déclencheur. Et dans cet article, ils font parler un chercheur de l'Institut d'études de sécurité à Dakar, qui s'appelle Abdelkader Abdelrahman, et il dit que pour reprendre pied en Afrique, comme vous le savez, la France est totalement désavouée en Afrique de l'Ouest, donc pour reprendre pied en Afrique, la France avait besoin de son allié marocain. Qu'est-ce que ça veut dire pour parler français? Pour prendre pied en Afrique, la France avait besoin de son allié marocain. Donc très clairement, la France utilise le Maroc comme un proxy pour défendre indirectement ses intérêts dans toute l'Afrique de l'Ouest. Car comme vous le savez, le Maroc est très bien implanté en Afrique de l'Ouest. J'ai eu l'occasion en septembre 2023 de faire un voyage dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest avec mon fils Iskander. Et en effet, la présence marocaine, notamment dans le secteur bancaire, est importante au travers notamment de la Bank of Africa, qui est une filiale de la Banque marocaine du commerce extérieur. Donc on voit bien que derrière ces considérations économiques, il y a d'abord et surtout des considérations géopolitiques pour que l'image de la France, pour que les intérêts de la France qui sont en ce moment sujets à rediscussion ne disparaissent pas et la France donc s'appuie sur le Maroc pour continuer à faire la promotion et de l'image de la France et surtout de la préservation des intérêts français en Afrique de l'Ouest. Alors bien sûr, le magazine Challenge ne parle jamais du fait que sous l'ère Bouteflika,
Emmanuel Macron a obtenu 25 ans de gaz gratuit sur le site gazier de TFT et 25 années de pétrole gratuit sur le site pétrolier de Hassi Balkine. Ah oui, ça on n'en parle pas. Alors je précise pour ceux qui n'ont toujours pas compris que ces contrats-là étaient des reconductions de contrats. C'est-à-dire que l'entreprise Total avait déjà investi donc un certain nombre de milliards et qu'elle avait été récompensée en échange en obtenant un certain nombre de participations, un pourcentage de participation dans ces gisements. Mais c'était fini à partir du moment où Total avait investi dans ces gisements pétroliers et gaziers. En échange, pendant 20-25 ans, elle avait eu une part des bénéfices de ces gisements de gaz et de pétrole. Donc, normalement, après la fin de cette période de 20 à 25 ans, c'était l'Algérie qui devrait récupérer 100% des revenus de ces gisements de gaz et de pétrole. Mais non, la multinationale Total a fait pression sur l'Algérie, pression médiatique, pression politique, pression juridique et pression militaire. Et ça, évidemment, Challenge n'en parle pas. Et comme vous savez, notre ami Emmanuel Macron, qui n'est pas très loyal et qui n'est pas très respectueux des engagements qu'il prend avec ses interlocuteurs, sitôt obtenu le renouvellement de ces deux contrats à TFT et Hassi Barkine, il a tourné la page de l'Algérie et maintenant il va s'occuper du Maroc avec d'autres considérations économiques et géopolitiques. Ceci étant dit, poursuivons. Alors, dans cet article, ils disent que l'Algérie considère que Retailleau est la bête noire de l'Algérie. Alors, je vous lis ce qui était écrit. Le ministre des Affaires étrangères est très faible vis-à-vis d'un ministre de l'Intérieur très fort, lancé dans une lutte indiscriminée contre les binationaux, les Algériens, et le régime déplore Erwan Davout, ex-diplomate, consultant en affaires internationales. Donc, Challenge fait un ex-diplomate en parlant du sieur Retailleau. Voilà, du sieur Retailleau, voilà, pardon, c'est ici. Voilà. Mais notre ami Bruno Retailleau, il n'est que le ministre de l'Intérieur du président français. Et d'ailleurs, on veut essayer de montrer qu'il y a une rivalité entre le président Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, monsieur Bruno Retailleau. Mais à tout moment, le président de la République peut limoger Bruno Retailleau. Bruno Retailleau n'a pas été élu au poste de ministre de l'Intérieur. Il a été nommé par qui? Par le président de la République française. Rachid Nekaz n'a pas peur de cogner fort. Il dénonce les chiffres truqués de Challenge, qui vante les investissements français au Maroc tout en occultant les extorsions de Total sur le gaz et le pétrole algérien. La France veut un Maroc soumis, pas une Algérie libre. Avec son passé de spécialiste financier, Nekaz démonte ses magouilles et défend la souveraineté économique de l'Afrique. Pas que ça. Qui a annoncé l'expulsion de 12 diplomates algériens à la fois de la représentation diplomatique et consulaire? C'est pas Bruno Retailleau, c'est le président Emmanuel Macron, avec un communiqué de l'Élysée qui a dit « J'expulse 12 représentants diplomatiques et consulaires algériens de France vers l'Algérie ». C'est pas Bruno Retailleau. Donc je pense qu'il faut mettre fin à cette chimère, à cette pièce de théâtre qui tendrait à laisser croire que Monsieur Emmanuel Macron, oui, il aime beaucoup l'Algérie, c'est pas lui le problème, c'est que Bruno Retailleau. Soyons sérieux. Dans un pays, le chef, c'est le président de la République. Et en France, il s'appelle Emmanuel Macron. L'origine de la crise entre Alger et Paris, c'est pas Bruno Retailleau, c'est Emmanuel Macron, lorsque le 30 juillet 2024, il a reconnu de façon unilatérale la marocanité du Sahara occidental en violation de la légalité internationale. Bruno Retailleau, c'est un homme politique, il profite de la situation, il profite de cette crise pour se mettre en avant, mais n'importe qui aurait fait la même chose. Il y a quelques années, c'était Gérald Darmanin, aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau, et à l'époque de Chirac,
un homme qui était ministre de l'Intérieur, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, et lui-même avait profité de l'après 11 septembre 2001 pour se mettre en avant, et mettre en avant ses actions sur le terrain. Il parlait à l'époque de rupture, et il est devenu, peu à peu, en 2007, président de la République. Voilà, c'est ce qu'on appelle la vie, j'aimerais dire, habituelle d'une vie politique entre des partisans de partis différents qui essaient de se mettre en avant au gré des événements, au gré de la conjoncture politique. Donc, il y a un seul responsable à la crise entre Paris et Alger, c'est le président Emmanuel Macron, et c'est pas Bruno Retailleau qui a décidé de faire du Maroc son allié, qui a décidé de faire du Maroc le proxy de la France en Afrique de l'Ouest, c'est Emmanuel Macron. Alors, vous savez, les journalistes français sont intelligents. Quand ils parlent pas en leur nom propre, il faut intervenir des experts, des diplomates, et même des philosophes. Et notamment André Comte-Sponville. Voilà, André Comte-Sponville. André Comte-Sponville peut être considéré comme un épicurien, comme un hédoniste. Alors, il a publié un article qui s'appelle « L'Algérie n'est pas le Vietnam ». Alors d'abord, il commence bien. Il cite Claude Lévi-Strauss, qui était un éminent représentant du mouvement structuraliste, en opposition avec le mouvement, j'aimerais dire, marxiste de l'époque des années 60. Et Claude Lévi-Strauss disait que le colonialisme fut le péché originel de l'Occident. Donc en clair, il dit que c'est vrai que l'Occident a péché en Afrique et en Asie avec le colonialisme, car la France a voulu imposer sa culture, sa domination, en utilisant non pas le droit, mais la force. Un peu comme la déclaration du 30 juillet 2024 d'Emmanuel Macron, qui a décidé de ne plus tenir compte du droit international en reconnaissant unilatéralement la marocanité du Sahara occidental. Cette déclaration, c'était une déclaration de guerre, un peu comme le colonialisme, avec une forme différente. Donc là, André Comte-Sponville commence bien, il dit oui, c'est vrai qu'on a quand même une responsabilité eu égard à la colonisation de l'Afrique, et il cite même Bugeaud en disant que la conquête de l'Algérie était extrêmement violente. En clair, il est en train de parler des enfumades, notamment dans la région de Dahra, là où j'habite, à quelques kilomètres. Mais, en disant que l'Algérie n'est pas le Vietnam, il est en train de dire que finalement, les Algériens sont des hystériques. Et texto, il parle bien d'hystérie. Il dit que le problème de l'Algérie, c'est qu'elle est hystérique. Il définit l'hystérie donc avec le vocabulaire psychanalytique de Sigmund Freud en disant que l'hystérie est une névrose dont les symptômes sont les résidus et les symboles de certains événements traumatiques, c'est-à-dire fort anciens ici. Ah, il est malin, Comte-Sponville. Méfiez-vous des philosophes. Vous savez, en général, quand un philosophe commence à vous faire un compliment, c'est que juste derrière, c'est l'attaque chirurgicale ciblée. Et il dit que, contrairement aux Algériens, les Vietnamiens préfèrent bâtir leur avenir plutôt que de ressasser indéfiniment le passé. En clair, il reprend la fameuse terminologie d'Emmanuel Macron lorsqu'il parlait de rente mémorielle. En gros, ce que voudrait André Comte-Sponville, donc le philosophe français, d'habitude extrêmement sage, très calme, il veut jamais froisser qui que ce soit, il est en train de dire aux Algériens, bon, arrêtez de ressasser le passé. Oui, c'est vrai, nous avons commis des choses atroces pendant la colonisation et pendant la guerre d'Algérie. Il a quand même l'intelligence, ou plutôt l'honnêteté intellectuelle de dire que la France a eu beaucoup de mal à reconnaître que c'était une guerre. La France, à l'époque, préférait parler d'événements d'Algérie. Donc là, il est assez honnête. Mais il dit, ok, d'accord, je vous concède que la France a été méchante, mais arrêtez maintenant, arrêtez avec cette rente mémorielle, essayez plutôt de construire l'avenir. Mais j'aimerais répondre à notre ami André Comte-Sponville, mais les Algériens voudraient bien construire l'avenir, bâtir l'avenir, comme les Vietnamiens qui n'ont ni pétrole ni gaz, mais qui sont obligés de travailler durement, notamment dans le domaine du textile. Mais encore faut-il que des grandes multinationales
comme Total, arrête de faire des pressions juridiques, des pressions politiques, des pressions médiatiques et des pressions militaires, notamment avec le général Denis Favier, qui est vice-président de Total, et qui ne recule devant aucun moyen pour obtenir le renouvellement des contrats de gaz et de pétrole. Donc oui, l'Algérie veut bâtir son avenir, construire son avenir, mais il faut que Total cesse de nous menacer, n'est-ce pas, monsieur le philosophe? Allez, je poursuis. Alors là, il dresse un beau tableau de Mohamed VI. Regardez, Mohamed VI. Mohamed VI, regardez comment il est présenté. Il est présenté comme un PDG de l'économie marocaine. Et ils évaluent sa fortune, dit-on, donc en reprenant bien sûr l'évaluation du magazine Forbes, qui évalue les fortunes des grands entrepreneurs de ce monde, entre 5 et 5,7 milliards de dollars. Ah, c'est une coquette somme quand même. Hein. Vous vous rendez compte? Un seul homme au Maroc détiendrait 5 milliards de dollars. C'est quand même pas mal, hein? 5 milliards de dollars. Alors bien sûr, j'ai tout lu pourtant, hein, j'ai tout lu. Il ne parle pas de 70 milliards de dettes du Maroc, non. Il parle de la fortune, donc du PDG de l'économie marocaine, 5,7 milliards, mais il n'y a pas le pendant de la dette marocaine qui est de 70 milliards de dollars. Non, ça, on n'en parle pas. Alors vous savez qu'il y a quelques semaines a fuité une information sur les salaires des dignitaires marocains. Et donc je ne sais pas si vous avez lu cette information, que le secrétaire particulier du roi, donc ça c'est publié dans la presse marocaine, attention, c'est pas dans la presse algérienne, hein, que les choses soient claires. Donc dans le magazine tel quel, il est dit que le secrétaire particulier du roi, qui s'appelle Mounir Majidi, aurait un salaire mensuel de 120 000 euros. Vous imaginez 120 000 euros? Regardez, 1, 2, 0, 0, 0, 0. 120 000 euros. Ah, c'est pas mal, hein. On paye bien les secrétaires particuliers au Maroc. Non, mais c'est bien. Alors, vous savez quel est le salaire moyen d'un Marocain? Vous savez, je connais bien le Maroc. J'ai vécu 3 ans à Marrakech avec avec mon fils, pardon. Et ma femme, je faisais l'aller-retour entre le Maroc et l'Algérie pendant la campagne présidentielle algérienne. C'est autour de 200 euros. Donc là, c'est 120 000 euros. Bon, écoutez, si ça convient au peuple marocain, nous, on n'a rien à dire, hein, nous, les Algériens. Cache mouchkel, hein. Tout va bien, tout va bien. Alors, je ne vais pas parler des châteaux qu'il achète. Le roi, il fait ce qu'il veut, vous savez. On ne va pas te poser la question à Bill Gates qui fait de son argent ou à Elon Musk. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Surtout si les 37 millions de Marocains sont d'accord. Comme diraient les inconnus, vous connaissez les inconnus, c'était 3 humoristes, ils disaient « Cela ne nous regarde pas ». Mais moi, ça me regarde à partir du moment où un magazine présente le Maroc comme l'anti-Algérie. Donc, je suis obligé d'en parler. Vous avez compris. Alors, on continue. Donc, Mohamed VI, PDG de l'économie marocaine. Alors là, il parle du port de Tanger-Med. Alors, vous savez que j'ai publié moi aussi une vidéo sur Tanger-Med. C'est incontestable, c'est une très belle réussite. Il faut le dire, il faut le signaler en rappelant que Tanger-Med fait partie des 20 plus grands ports mondiaux avec plus de 10 millions de conteneurs par an. C'est une belle réussite, il faut le dire. Vous connaissez mon éthique politique. J'essaie d'être honnête. Donc quelque chose est bien, je le dis. Quand quelque chose est mal, je le dis aussi. Donc oui, bravo pour Tanger-Med. Il parle aussi des TGV. Donc vous savez que la France est présente au Maroc, notamment au travers du TGV. C'est une belle réussite aussi, même si ça coûte cher. C'est très bien, il faut le dire aussi. Et il parle aussi des résultats des étudiants marocains dans les classes préparatoires. Et ils disent notamment que les étudiants marocains sont extrêmement bien placés, donc au niveau des grandes écoles, soit des écoles d'ingénieurs, notamment dans le domaine mathématique et scientifique. Et ils disent, par exemple, que 14 178 étudiants marocains sont dans les grandes écoles françaises.
Donc ça, c'est très bien, il faut le dire. Ils sont vraiment brillants. C'est-à-dire que l'élite marocaine est vraiment brillante. Et ces 14 178 étudiants marocains constituent 21% des étudiants étrangers dans les écoles ingénieurs en France. Donc c'est absolument phénoménal. 21% des étrangers qui sont dans les grandes écoles françaises sont des Marocains. Donc chapeau. Donc c'est très très bien. Bravo. Et ils disent que le Maroc, c'est vraiment une fabrique des super matheux. Donc ça, c'est le côté positif. Il faut le signaler, c'est très bien. Mais, il y a toujours des petits mais. Il y a juste une petite ligne. Qu'est-ce qu'ils disent? Toute petite ligne, hein, regardez, toute petite ligne. Ils disent qu'il y a eu la mise en place de programmes d'urgence pour essayer de lutter contre le niveau des élèves dans le public qui est très faible. Et il parle notamment d'un alphabétisme qui touche encore un tiers de la population. Donc c'est ici, regardez. Hop, voilà, un tiers de la population. Voilà. Un tiers de la population. Donc c'est très bien de dire que l'école marocaine fabrique une élite performante, notamment lorsqu'elle les envoie dans les grandes écoles d'ingénieurs en France. Mais au prix de quoi? Au prix d'un tiers des Marocains qui sont analphabètes. Alors, là, je vais prendre 2 secondes. 2 secondes pour vous parler de la stratégie de M6, du roi Mohamed VI. La stratégie du Maroc au niveau de l'éducation nationale, c'est une stratégie pyramidale. C'est-à-dire que le Maroc ne cherche pas à former tout le peuple marocain, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à ce que tous les Marocains sachent lire et écrire. Non, ça c'est pas important. La stratégie du Maroc a été de former une élite extrêmement performante que le Maroc envoie à l'étranger, afin de devenir, à leur retour au pays d'origine, les cadres du pays. Les cadres dans le domaine bancaire, fiscal, économique, universitaire, entrepreneurial, administratif. Donc c'est un système qu'on pourrait comparer à l'ancien régime français avant la Révolution française de 1789. Vous savez que la France est devenue la première puissance mondiale en ayant 98% des Français qui étaient analphabètes, il faut le savoir. Ça. Au temps de Louis XVI, en 1789, avant la Révolution française, 98% des Français étaient analphabètes. Rachid Nekaz n'a pas peur de cogner fort. Il dénonce les chiffres truqués de Challenge, qui vantent les investissements français au Maroc tout en occultant les extorsions de Total sur le gaz et le pétrole algérien. La France veut un Maroc soumis, pas une Algérie libre. Avec son passé de spécialiste financier, Nekaz démonte ses magouilles et défend la souveraineté économique de l'Afrique. Rachid Nekaz, c'est le rêve d'une Afrique unie et debout. Il rappelle que Marocains et Algériens sont un seul peuple, liés par l'héritage d'Abdelmoumen, calife berbère. Face aux divisions imposées par la France, il brandit l'étendard d'une fédération nord-africaine. Avec Panafrican Solutions, il forge un avenir où l'Afrique rejette les chaînes de l'Occident. Il n'y avait que 2% qui étaient alphabétisés, donc qui savaient lire et écrire, et qui faisaient partie de ce qu'on appelle l'élite. Vous savez, les Voltaire, les Descartes, les Pascal, etc. On dit que tout ça, c'est l'élite, mais c'était que 2%. Et donc, c'est en ayant uniquement 2% de gens cultivés, très cultivés, que la France est devenue la première puissance mondiale. Donc ça, c'est les régimes monarchiques. Vous savez que les régimes monarchiques ne cherchent pas à ce que tout le monde sache lire, écrire, comprenne. Non, non. Travailler, l'agriculture ou le textile, ce que vous voulez, mais pas qu'ils réfléchissent trop. C'est ce qu'on appelle un système pyramidal. C'est le système monarchique, à vrai dire. Donc le Maroc s'est inspiré du système monarchique français en disant, bon, au début, je ne cherche pas à ce que tous les Marocains sachent lire et écrire. Non, j'ai juste besoin qu'ils travaillent la terre ou qu'ils travaillent dans des entreprises, donc en sous-traitance des grandes multinationales étrangères. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une élite extrêmement performante pour être, à vrai dire, le soutien du régime monarchique marocain. C'est exactement le même modèle
qu'il y avait en France avant la Révolution française de 1789. Alors, c'est pas que Challenge qui dit cela, hein. Regardez, le magazine tel quel que je viens de citer, magazine marocain. Alors, il date du 17 décembre 2024, donc ça fait pas longtemps, ça fait à peine 5-6 mois. Et il dit qu'un tiers des Marocains de plus de 15 ans sont analphabètes. Un tiers, vous imaginez? C'est 34,2% de la population. 34,2% de la population. Et ils disent qu'en tout, ça représente 9,2 millions de personnes. Donc sur 37 millions, 9,2 millions de Marocains ne savent pas lire, ne savent pas écrire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire des journaux, ils ne peuvent pas lire Facebook, ils ne peuvent pas lire TikTok, ils ne peuvent pas lire de livres, ils ne peuvent pas lire le Coran. Vous imaginez? 9,2 millions de Marocains sont analphabètes. Et en 2004, donc c'était pas 37,2%, c'était 47,7%. Donc il y a quand même une avancée, il faut avouer. Mais il reste quand même 9,2 millions de personnes. Regardez, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est elle qui est 9,2 millions de Marocains qui savent ni lire ni écrire. Alors, le Maroc a essayé quand même, en 2015 notamment, avec l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme. Ils ont reçu une enveloppe de 3 milliards de dirhams, c'est autour de 300 millions d'euros, pour mettre en place un programme d'alphabétisation, mais c'est un échec. C'est un échec. Au début, donc en 2015, ils avaient prévu que d'ici 2023, il y aurait plus d'analphabètes au Maroc, mais ça n'a pas marché, puisqu'ils ont préféré mettre de l'argent dans l'armement militaire plutôt que pour apprendre aux Marocains et aux Marocaines à lire et à écrire. Et maintenant, cette ambition de lutter complètement contre l'analphabétisme est reportée à 2029. Voilà, 2029. Voilà. C'est pas Rachid qui le dit, c'est pas la presse algérienne qui le dit, c'est le magazine marocain tel quel. Donc, vous voyez, c'est une ligne sur 20 pages. 20 pages sur le Maroc, une seule ligne pour dire il y a un tiers des Marocains qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Analphabétisme. Bon, on va continuer. Attends, il parle du Sahara. Voilà. Le Sahara occidental, Eldorado à risque. Vous savez que le Maroc a développé beaucoup d'investissements et attiré beaucoup d'investissements pour dire en gros que le Sahara, c'est un peu l'équivalent. Le Sahara occidental, c'est un peu comme le Texas américain. Ouais, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Vous voyez, ça va bien, quoi. Et ils disent que ça va devenir la terre promise de l'hydrogène vert. Mais certains, notamment un historien qui s'appelle Emmanuel Alcaraz, qui est chercheur associé à Sciences Po, il dit c'est du colonialisme vert. Bon, voilà, un peu de nuance quand même, hein. Voilà, colonialisme vert. Donc là, c'est colonialisme vert, et juste avant la page d'avant, terre promise de l'hydrogène vert. Voilà, terre promise de l'hydrogène vert. Voilà, un peu d'équilibrage. Vous savez que pour l'ONU, Sahara occidental n'appartient pas au Maroc, hein. Donc je m'adresse à mes frères marocains. Attention, hein. Le Sahara occidental est occupé. Voilà, il est occupé sur le plan du langage diplomatique, il est occupé. Donc on peut développer toutes les propagandes de la terre, il est occupé. Depuis 75, depuis la marche verte de 75. Alors, on continue le jeu très machiavélique des médias français, regardez. Le Maroc caracole et l'Algérie bricole dans l'automobile. Vous avez vu comment la stratégie du diviser pour mieux régner? Le Maroc caracole, c'est-à-dire il est tout en haut, et l'Algérie bricole dans l'automobile. Bon, il s'avère que je connais bien le secteur de l'automobile. Vous savez que j'étais en prison à Chlef pendant 6 mois avec un grand connaisseur, 2 grands connaisseurs, Mohamed Bayri, donc qui était PDG de Fiat Algérie, et Hassan Arbaoui, PDG de Kia Algérie. Donc, vous pouvez imaginer, matin, midi et soir, on parlait que d'automobile.
Donc, par la force des choses, j'ai appris à m'y connaître. Donc là, ils citent 2 chiffres. Ils disent qu'il y a un grand écart. Par exemple, Renault produit 413 000 véhicules au Maroc. Regardez, 413 000 véhicules au Maroc. Et ils mettent à côté 0 pour l'Algérie. Voilà, ok. Vous savez que l'Algérie a fermé, en tout cas fermé Renault à Oran, parce que Renault à Oran ne faisait que du montage, ne voulait pas produire des véhicules. Donc au bout d'un moment, l'Algérie dit bon, ça suffit la blague. Vous produisez des véhicules Renault au Maroc et chez nous, vous faites que du montage, donc ça c'est pas la peine. Et ils parlent de Peugeot, donc Stellantis. Ils disent qu'au Maroc c'est 175 000 véhicules par an, et en Algérie c'est que 18 000. Voilà. Alors bien sûr, ils disent pas que Renault et Peugeot ont profité d'énormes avantages fiscaux en Algérie pour en gros gagner des sous sans prendre aucun risque, avec un investissement extrêmement limité. Et ils ne disent pas non plus que Renault et Peugeot ont préféré le marché marocain, plutôt investir au Maroc, plutôt qu'en Algérie. Ça, bien sûr, c'est pas dit dans l'article de Challenge. Non, il veut simplement salir l'image de l'Algérie. Alors, il y a une petite phrase sur Carlos Ghosn, qui était l'ancien PDG de Renault, et ils disent pas, bien sûr, qu'il y a eu des magouilles, que Rachida Dati a été payé par Renault autour de 600 à 900 000 euros pour faire du lobbying, pour installer Renault en Algérie. Bon, bref. Ça manque un peu d'objectivité. Hein. Vous savez, si le fondateur du magazine Challenge, Patrick Fauconnier, était encore vivant, il ne serait pas content de la façon dont ces journalistes ont monté ce dossier. Mais voilà, les absents ont toujours tort, n'est-ce pas? Alors, là, il parle, comme je vous l'ai dit, des trains et des ports. Voilà, grosse promotion du Maroc au niveau des trains et des ports. En gros, ce magazine fait juste la promotion des entreprises françaises au Maroc, puisque les ports et les trains grande vitesse, c'est la France, comme vous le savez. Et il parle aussi, évidemment, du futur stade Hassan II pour la Coupe du Monde qui va être co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Donc, en effet, au niveau de la maquette, c'est magnifique. C'est vrai. C'est un fait. Il faut le dire. Des stades pharaoniques pour le mondial de football. Donc, ce stade de Casablanca, donc stade Hassan II, devrait accueillir 115 000 personnes. C'est un peu comme les magnifiques stades qu'il y a eu au Qatar pour la Coupe du Monde. Voilà, donc, ouais, c'est du publi-reportage. Donc, il parle du cinéma aussi, l'industrie du cinéma, pour dire que l'Algérie avait refusé, par exemple, qu'un film français soit tourné en Algérie. Donc, ils ont imaginé une rue algérienne, mais à Tanger. Voilà. Donc, c'est comme ça. Quand on ne peut pas faire de film en Algérie, ben on va au Maroc en disant que c'est l'Algérie. Et ils finissent avec de la gastronomie. Voilà, en disant que les chefs étoilés français en force dans les palaces. Regardez. Voilà. Ils parlent des Français. Ils ne parlent pas des grands chefs marocains. Incroyable quand même. Hein, voilà, il parle de Pierre Hermé à la Mamounia à Marrakech. Le chef pâtissier signe les desserts du palace et vend ses créations dans une boutique de maison. Pareil, Hélène Darroze et son équipe Royal Mansour de Marrakech, le palace, où un repas à la grande table de la chef française coûte entre 150 et 300 euros. Aïe, aïe, aïe. C'est entre un salaire et 2 salaires d'un ouvrier marocain. A multiplié son chiffre d'affaires par 4 en 15 ans. Bah, on peut imaginer, c'est pas les ouvriers marocains qui vont dans ces endroits. C'est-à-dire que s'ils avaient parlé de la gastronomie marocaine, allez, c'est bien. Puisque quand on voit ça, Maroc, l'anti-Algérie, normalement, on s'attend à voir la promotion du Maroc. Promotion des produits marocains, promotion de la nourriture marocaine, promotion de l'industrie marocaine, etc. Non, non. Dans ce magazine, ils ne font que la promotion des entreprises françaises, des produits marocains et du talent... excusez-moi. Ils font que la promotion des entreprises françaises, des produits français et des talents français. Ils ne parlent pas des talents culinaires marocains. C'est incroyable quand même, regardez.
Il n'y a pas un mot sur la gastronomie marocaine. C'est la gastronomie française au Maroc. Donc en clair, parce que là il finit par ça, hein, donc après, voilà, il parle d'autre chose. Donc en clair, ce qu'aiment les Français, c'est quoi? C'est la France, le Maroc du protectorat, c'est ça qu'ils aiment. Les Français aiment le Maroc parce que ça leur rappelle le colonialisme en Algérie ou le protectorat au Maroc. C'est-à-dire que 781 jours de prison. Mais jamais brisé. Rachid Nekaz. C'est la résilience face à l'injustice. L'homme qui ne plie pas. L'espoir d'une Algérie libre. D'une Afrique unie. Camarades. L'heure est à la révolte pacifique. Avec Nekaz. On lève la tête. On brise les chaînes et on écrit l'histoire. Les médias français aiment, les hommes politiques français aiment, ce que l'intelligentsia française aime, c'est le Maroc français ou l'Algérie française. Ça, c'est un peu de psychanalytique, puisque c'est eux, hein, c'est André Consponville hein, qui m'a invité à faire un peu de psychanalyse de comptoir. Ben oui, ce magazine-là fait la promotion du Maroc français, du protectorat français au Maroc, c'est-à-dire fait la promotion du Maroc à l'époque où le Maroc était français. Mais vous savez, moi je suis un panafricaniste redoutable et je suis pour une fédération nord-africaine, donc je n'oublie jamais cela de mon esprit. Et là, je m'adresse aux Marocains, à mes frères marocains. Je sais que certains Algériens n'aiment pas quand je dis ça, mais que vous le vouliez ou non, le Maroc et l'Algérie, c'est le même peuple, avec la même religion, les mêmes cultures et les mêmes langues. C'est un peuple berbère. C'est un peuple qui parle deux langues, le tamazight et l'arabe, et c'est un peuple qui va 5 fois par jour à la mosquée. En France, on ne va pas 5 fois par jour à la mosquée. On va à l'église tous les dimanches. Et nous avons un ancêtre commun, que maintenant tous les Marocains, tous les Algériens connaissent. C'est Abdelmoumen El-Koumi. Abdelmoumen El-Koumi, vous savez, c'était le calife de tous les Nord-Africains, calife des Mauritaniens, des Marocains, des Sahraouis, des Algériens, des Tunisiens, des Libyens, et même des Espagnols en Andalousie. Vous savez qu'il est né à Nodroma. C'est un berbère de Nodroma. Alors je sais que nos frères marocains sont fâchés, que j'ai dit qu'il était calife algérien et commandeur des croyants algériens. Oui, puisque apparemment vous aimez, ou plutôt vous ne revendiquez que la carte géographique du Maroc actuel, c'est-à-dire héritée de la France. Mais moi, je ne respecte pas les cartes héritées de la France. Je respecte les cartes de l'histoire avant la colonisation française et avant la colonisation turque. Et à cette époque, c'est bien un Algérien d'aujourd'hui, mais berbère de toujours, qui était non seulement le calife de tous les Nord-Africains, mais qui était aussi le commandeur de tous les croyants d'Afrique du Nord. Vous savez ce que ça veut dire, commandeur des croyants? C'est-à-dire que le prêche du vendredi se faisait en l'honneur et au nom du calife, commandeur des croyants, Abdelmoumen El-Koumi, qui est né à Nodroma, dans l'actuelle Algérie. Donc les Français ont beau essayer de diviser le Maroc, l'Algérie, avec la stratégie machiavélique de diviser pour mieux régner, l'histoire est là pour témoigner que nous sommes un même peuple, avec une même géographie, une même histoire. Et nous avons un ancêtre commun, c'est Abdelmoumen El-Koumi, fondateur de la dynastie almohade, et à l'époque, il n'y avait pas de différence entre Algériens et Marocains, et le fondateur de la dynastie d'El Mouahidine, donc des Almohades, travaillait main dans la main avec un Marocain du sud du Maroc qui s'appelait Ibn Toumelt. Ibn Toumelt, c'était le théologien, et Abdelmoumen El-Koumi, c'était l'homme de guerre. Et à chaque fois que les Algériens et les Marocains ont travaillé ensemble, ça a fait des étincelles. Ils dominaient toute l'Afrique du Nord et tout le sud de l'Espagne.
Mais à chaque fois qu'on a été divisé, ça a été la catastrophe. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Allah yarham shuhada. Wow.